Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. D'une part, le tribunal doit réexaminer la détention de l'ancien président ivoirien. D'autre part, les questions procédurales en vue de l'ouverture d'un procès. Au Burkina Faso, les tractations se poursuivent entre la classe politique et l'armée. L'opposition a proposé lundi soir un scénario de sortie de crise. À quelques semaines de l'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, zoom sur la candidature d'Augustin Nsenfumu, l'équato-guinéen mise sur la diversité. Ouverture ce mardi 4 novembre à la Cour pénale internationale de la conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les juges doivent notamment réexaminer si la détention de l'ancien président ivoirien est justifiée et si un procès doit être ouvert. Les développements avec Ibrahim Ndiaye. Ouverture ce mardi 4 novembre à la Cour pénale internationale, la conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour la Chambre de premières instances de la Cour pénale internationale, il est question de statuer en deux audiences distinctes. Dans un premier temps, la conférence a discuté de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès. Quant à la deuxième phase, elle s'inscrit dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé. Une occasion pour le bureau du procureur d'apporter des réponses en ce qui concerne les preuves vidéo qu'il détient. En ce moment, je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous disposons de 124 vidéos approximativement. Il se peut qu'il y ait des doublons, mais nous devons les passer en revue. 164 vidéos qui doivent être examinées pour déterminer si elles contiennent des éléments à charge ou à décharge. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut en déterminer la nature incriminante, parce que ces vidéos comportent probablement des éléments d'information sur lesquels nous voulons nous fonder. Il est très facile de procéder à la communication de ces vidéos. Des éléments qui demandent un temps important, environ 164 heures de visionnage. La défense dénonce de son côté un autre point d'achoppement de taille. Tout d'abord, que les parties coopèrent, c'est le souhait maintes fois réaffirmé de la défense. Ensuite, il convient d'attendre de savoir si la confirmation des charges est prononcée dans l'affaire Blé Goudé, avant de discuter de la question de la jonction. Nous ne pouvons pas, à ce stade, anticiper la décision de la Chambre préliminaire et présumer de la confirmation des charges dans l'affaire Blé Goudé. Si nous présumions ici du résultat, cela voudrait dire que nous nous baserions sur une présomption de culpabilité, ce qui n'est pas possible. Sur l'égalité des armes, la défense serait heureuse de disposer du budget du procureur consacré à la Côte d'Ivoire. Rappelons que le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire avait confirmé à la majorité 4 chefs d'accusation à l'encontre de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. L'un des enjeux du rendez-vous de ce mardi 4 novembre était de fixer la date du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui ne devrait pas se tenir avant fin avril 2015. En République démocratique du Congo, au moins 20 personnes ont été arrêtées ce lundi à Kinshasa lors d'une manifestation interdite de l'opposition. L'Union pour la démocratie et le progrès social et l'Union pour la nation congolaise avaient organisé un rassemblement ce lundi devant la mission de l'ONU pour demander l'ouverture du dialogue national. Écoutez la réaction de Freddy Kita Bukuzu, secrétaire général de la démocratie chrétienne. L'opposition politique congolaise a toujours mené une opposition constructive et non destructive comme ça se passe à l'est du pays. Nous demandons le dialogue national inclusif comme l'exige l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous disons aussi non à la révision ou au changement de la constitution en République démocratique du Congo. C'est tout ce que nous revendiquons. Et puis ce sont des manifestations pacifiques. Pacifiques, ce n'est pas violente. Mais nous étonnons du fait que le pouvoir en place, à chaque fois qu'on organise une manifestation, il y a toujours des policiers, il y a toujours des militaires, déjà très tôt le matin, pour essayer un peu de traquer les paisibles citoyens congolais. C'est ce qui est dommage. Au Burkina Faso, les tractations se poursuivent entre la classe politique et l'armée. Parallèlement, les émissaires de l'Union africaine, de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'ONU poursuivent leur médiation. L'opposition a proposé lundi soir un scénario de sortie de crise. Les détails avec Ibrahim Ndiaye.
Au Burkina Faso, l'opposition propose un plan de sortie de crise. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a présenté lundi soir à Ouagadougou un scénario de transition. Il prévoit d'abord que le Conseil constitutionnel s'autosaisisse afin de constater la vacance du pouvoir. Les sages devront, après ce premier acte, consulter les forces vives de la nation qui devront, après consultation, s'entendre sur les personnalités qui dirigeront la transition. La Constitution qui est rétablie, l'article 43 qui a prévu la transition par la voix du président de l'Assemblée nationale devient caduque. Cela va permettre à la classe politique et à l'ensemble des composants de la société civile, y compris l'armée, de pouvoir aller vers une charte. Et cette charte-là, que le Conseil constitutionnel devrait pouvoir avaliser en donnant aux organes de transition toutes les qualités et toutes les compétences pour travailler à l'avènement donc des institutions et à pouvoir remettre la démocratie sur les rails. Mais en attendant, à ma connaissance, il n'y a pas une décision officielle du colonel Zida qui établit la Constitution. Donc nous sommes toujours dans les captations et peut-être dans les heures à venir, on sera plus situé. Les négociations se sont poursuivies toute la journée du lundi. Le colonel Isaac Zida s'est engagé devant le corps diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au même moment, les émissaires de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation des Nations Unies étaient de retour à Ouagadougou après un voyage au Ghana auprès du président ghanéen John Dramani Mahama. Nous étions à Accra pour voir le président en exercice de la CEDEAO, John Mahama, pour faire le point, un briefing. Nous sommes revenus avec un message du président pour continuer les discussions avec toutes les parties prenantes, toujours dans la perspective de trouver une sortie de crise qui peut éviter les conséquences graves pour le pays. Rappelons que l'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à l'armée pour remettre le pouvoir aux civils. Sur le plan diplomatique, la médiation se poursuit. Le chef de l'État ghanéen, John Mahama Dramani, est président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est attendu ce mercredi à Ouagadougou. En Afrique du Sud, le gouvernement travaille à un plan de privatisation partielle pour financer la compagnie d'électricité publique Eskom en difficulté financière. Ce serait l'une des plus importantes privatisations réalisées par le gouvernement sud-africain depuis la cession de 30% de Telkom, la compagnie nationale de télécommunications, en 1994. À quelques semaines de l'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, zoom sur la candidature d'Augustin Nsenfumu, le sénateur équato-guinéen mise sur la diversité. Son portrait avec Aminata Diak. Le sénateur équato-guinéen Augustin Nsenfumu a présenté officiellement le 10 septembre 2014 sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ex-secrétaire général du Parti démocratique de la Guinée équatoriale s'est trouvé plusieurs fois en charge de la francophonie entre 1992 et 1996, puis de 1999 à 2004. Depuis 18 ans, il est aussi le représentant du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie. Nous, dans notre pays, nous voulons signaler que c'est une histoire d'amour. Il y a des francophones en Afrique qui ont hérité de la francophonie et de la colonie, mais en Guinée équatoriale, c'est une manifestation d'amour, manifestation que la Guinée équatoriale a fait réalité en intégrant la francophonie. Alors, la motivation, si vous voulez que je parle d'une motivation, c'est nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose à la francophonie. Nous pensons que nous pouvons contribuer à ce que la francophonie continue à avancer, à s'accroître et à se consolider. Pays à population encore majoritairement hispanophone, la Guinée équatoriale est membre de la francophonie depuis 1989 et a fait le choix du français comme seconde langue officielle en 1998. Pour le candidat, élire un secrétaire général qui n'est pas issu d'un pays purement francophone serait un signal fort dans une organisation qui prône la diversité. Vous savez, on parle de la diversité dans la francophonie et vous le comprendrez parce que moi je suis hispanophone en principe et que nous voudrions que cette diversité soit effective et cette diversité puisse représenter l'opportunité donnée à tout le monde pour apporter quelque chose à cette grande organisation. Nous, quand nous parlons de francophonie, je crois que nous attirons beaucoup sur l'aspect politique, mais la francophonie, c'est plutôt
culture. L'élection du secrétaire général de l'OIF aura lieu lors du prochain sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre 2014. Les 4 autres candidats à la succession d'Abdou Diouf sont l'ex-président du Burundi Pierre Buyoya, le journaliste et ancien ministre mauricien Jean-Claude Delestrac, l'ex-premier ministre congolais Henri Lopez et l'ancienne gouverneure générale du Canada Michaël Jean. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.